Merci d'être venu à cette conférence. Donc, on va vous parler de la mise en place de tests fonctionnels automatiques chez Mythic et comment on obtient ce fameux feu vert pour nos applications. Donc, nos slides sont en anglais, mais on va faire le talk en français. Donc, j'espère que tout le monde est francophone dans la salle. Alors bonjour, je me présente, je suis Cédric Creusot. J'ai commencé à être Android développeur dans une petite entreprise, puis en indépendant, et j'ai rejoint en début d'année Mythic. Voilà. Moi, c'est Jean Louillu, j'ai fait 7 ans de consulting. En 2011, j'ai participé à la création chez Octo d'un App Store pour entreprise qui s'appelle Appaloosa Store. Et j'ai rejoint Mythic en début d'année en tant que responsable des développements mobiles, applications chez Mythic. Notre présentation va se dérouler selon trois grosses parties. Donc une première partie où on va vous expliquer le contexte, qu'est-ce qui est Mythic, qu'est-ce qu'on fait sur le mobile chez Mythic. Ensuite, on va vous expliquer notre focus sur les tests et comment on obtient ce fameux feu vert pour la livraison sur les stores de nos applications. L'utilisation de Calabash, pourquoi on l'utilise, comment on l'utilise, une petite démo et enfin un retour d'expérience à la fin. Alors, Mythic, je pense que vous connaissez tous Mythic, mais je vais vous faire un rappel très rapide sur la création de Mythic en 2001 par Marc Simoncini. Donc, c'est vraiment un succès de l'Internet en France. Donc, on est leader sur le marché européen, on est présent sur 17 pays. Donc, le marché européen du dating, donc de la rencontre entre célibataires. Il y a plus de 7 millions de visiteurs uniques par mois sur Mythic, sur l'ensemble de l'Europe. Et depuis 2 ans, on organise des événements entre célibataires, et on est à plus de 1000 événements organisés. Il y a 380 employés partout en Europe. Et on est présent sur mobile. On est présent sur mobile parce que les usages sont de plus en plus mobiles et parce que nos utilisateurs passent sur le mobile. Donc ça fait quelques années qu'on est positionné, qu'on développe un site web mobile, plus des applications. Et historiquement, on avait ces applications développées par des prestataires au forfait en externe. Et je vous avouerai que ça ne s'est pas très bien passé pour nous. Nos applications n'étaient pas de bonne qualité. On avait des problèmes de time to market, de capacité à innover et à être rapidement sur le marché, des problèmes de qualité, des problèmes de maintenabilité de nos applications. Donc ce qu'on a fait, c'était un choix stratégique, mais en début d'année, on a décidé d'internaliser nos applications. C'est-à-dire on a internalisé le développement des applications en créant une équipe en interne. Donc en début d'année, en janvier, on était quelques-uns. Donc 4 tech, 2 personnes au produit, 1 personne au design. Et en fait, maintenant, on est beaucoup plus. On est 14 côté tech, 3 côté produit, 3 côté design. Cette montée en puissance, pourquoi on a augmenté autant notre capacité à produire, c'est justement parce qu'il y a une stratégie forte sur la mobilisation, comme on appelle ça en interne, la mobilisation de l'entreprise pour focuser sur le mobile d'abord. Donc cette montée en puissance de l'équipe s'accompagne forcément avec une meilleure capacité à faire, une plus grosse capacité à produire et à délivrer. Par contre, s'accompagne aussi de problématiques de montée en charge et de gestion d'équipes aussi grosses. Donc le scope, c'est Android, iOS et Windows. Et on a aussi au sein de la même équipe des compétences API. Et donc toute la partie exposition des web services est également dans l'équipe. L'organisation, on a décidé de se rassembler tous, sur le même plateau. Donc tous, ça veut dire le design, le produit, les devs sur toutes les plateformes et le back-end sur le même plateau. On a décidé de faire ça pour être capable de produire le plus vite possible et de fonctionner de manière agile au sein du même plateau. Pourquoi on fait ça? On a en 2014 l'apparition forcément il y a des applications où on a un utilisateur qui se branche sur le service Mythic et qui utilise chaque jour le service. Mais on a également l'apparition des wearables devices, on a des montres, des glaces, et on a besoin de communiquer rapidement pour sortir le plus rapidement
plus rapidement possible sur le marché des features qui ont un impact sur le marché. Donc pour faire ça, on s'est organisé en agile avec, donc ça c'est notre board. Ce que vous voyez là, c'est notre board qui pousse les idées tout à gauche jusqu'à la livraison sur les stores tout à droite. Donc le but, c'est d'avoir cette équipe autonome qui est capable de lister les idées qu'elle veut mettre en place, les pousser le plus rapidement possible jusqu'au store. Donc, et ça sur les 3 plateformes, iOS, Android et Windows. Pour faire ça, on a découpé notre Kanban ici pour résumer en 3 grandes steps. La phase de brainstorm, conception des idées, cadrage fonctionnel et technique pour savoir à peu près dans les grandes lignes quelles sont les fonctionnalités qu'on veut mettre en place et quels sont leurs impacts sur nos utilisateurs. Ensuite, on a des itérations de 2 semaines, donc des itérations de développement et d'implémentation de 2 semaines qui permettent de développer ces applications et de développer ces nouvelles features et de les tester en interne. Et enfin, la dernière partie qui est la validation sur les stores. L'objectif, c'est de faire cette boucle globale qui est de l'idée jusqu'à la mise en place sur les stores, aller le plus rapidement possible sur le marché pour tester nos features et voir quel est l'impact sur les utilisateurs. Derrière, faire des mesures sur l'impact et essayer d'améliorer ces features pour qu'elles aient encore un meilleur impact sur nos utilisateurs. Donc l'objectif, c'est de tenir un délai de 1 mois. Chaque mois, on essaie de faire une nouvelle release sur les stores qui permet aux utilisateurs de profiter de nouvelles features. Et pour faire ça, il nous faut un statut clair lorsque ça arrive dans les dernières colonnes. Est-ce que l'application elle est prête à être livrée sur les stores ou pas? Ce feu vert, on l'obtient comment? On l'obtient finalement en mesurant la qualité de nos applications. Et pour obtenir ce feu vert, on mesure cette qualité. La première partie de la mesure de qualité du code, c'est... il y a plein de définitions que vous pouvez trouver sur Internet. Celle-là résume pour nous ce qu'on attend nous de notre code. Du code lisible, on a plusieurs développeurs sur chacune des plateformes qui travaillent sur ce code-là. Et le but, c'est que le code soit le plus expressif possible. Il doit être testé unitairement. Donc chaque ligne de code, on va le tester et poser des tests associés à chaque classe et à chaque méthode. Une architecture qui est la plus simple possible et qui nous permettra d'avoir le code le plus maintenable possible dans le temps. Ensuite, on mesure la qualité fonctionnelle. La qualité fonctionnelle, c'est tout d'abord être sûr que le code qu'on produit fait ce qu'on attend de lui. Et ensuite, être sûr que chaque bout de code qu'on produit s'intègre bien avec les autres éléments, avec les web services, avec les différentes vues, si on sort une nouvelle fonctionnalité qui s'intègre bien dans la user experience globale. Pour faire ça, on pose des tests. Donc, les différents types de tests sont les tests unitaires dans un premier temps. Donc, comme je vous le disais, sur chaque ligne qu'on implémente, sur chaque méthode, sur chaque classe, on va avoir un test unitaire qui est associé. On est plutôt bien équipé pour mesurer la couverture de code. On essaie de couvrir la plupart de notre code avec des tests unitaires. On utilise Jacoco pour mesurer cette couverture. Les tests d'intégration, c'est des tests à un niveau au-dessus. Le test qui permettra de savoir si la méthode qu'on vient d'implémenter est bien appelée au bon moment. Est-ce que la méthode qu'on vient d'implémenter appelle les autres classes au bon moment? Et donc, par exemple, on fait des tests d'activité sur Android à ce niveau-là. Et enfin, la dernière partie, c'est les tests fonctionnels. Les tests fonctionnels, c'est les tests de plus haut niveau. C'est les tests qui vont se mettre à la place de l'utilisateur et vérifier que l'application fonctionne comme on l'attend. Donc, elle va tester l'ensemble des niveaux, des couches de notre application. Et ces tests-là, c'est les seuls tests qui ne vont pas être exprimés sous forme de code, mais sous forme de spécifications fonctionnelles. Alors ces spécifications fonctionnelles, pour qu'elles puissent être exécutables, il y a pas mal d'outils sur le marché qui sont disponibles et qui permettent de valider l'application. Donc lorsqu'on a nos tests unitaires, nos tests d'intégration, nos tests fonctionnels qui passent, nous, on estime que notre application elle est prête à être shippée. Donc, comme je vous le disais, il y a plein d'outils qui existent sur le marché sur les tests fonctionnels. On peut citer Spoon, Appium ou Robotium et Espresso qui sont plus dédiés à Android.
Nous, on est parti sur Calabash et on va vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi Calabash? Tout d'abord, Calabash nous a apporté, chez nous, le support du Gherkin. Chez Mythic, on utilise principalement ce langage-là pour spécifier nos user stories. Et ça sert principalement à avoir la spécification technique globale de ce qu'on attend pour une feature. De plus, c'est beaucoup plus simple à la compréhension et on a une notation qu'on retrouve qui est due au Gherkin, le given when then. Ensuite, Calabash, ça a aussi l'avantage d'être multiplateforme, de fonctionner à la fois sur Android et iOS, ce qui nous permet de rassembler les ressources qu'on a utilisées, par exemple pour les spécifications, les utiliser à la fois sur Android et iOS. Et enfin, Calabash, c'est un produit qui est open sourcé depuis février 2012, en tout cas sur GitHub. C'est basé sur Cucumber, donc ça profite des fonctionnalités de Cucumber, et ça a l'avantage d'avoir beaucoup de contributeurs et d'évoluer assez rapidement de ce côté-là. Et enfin, Xamarin développe et back cette technologie. Alors, bon, je vais vous expliquer comment ça marche globalement avec une liste d'ingrédients rapide pour pouvoir vous lancer. Donc, alors, là, c'est un feature scénario. C'est avec la notation Gherkin, ça vous explique globalement ce qu'on attend d'une fonctionnalité. C'est une fonctionnalité ici de login, tout ce qu'il y a de plus simple. D'ailleurs, on peut voir en premier un tag qui nous permet de savoir qu'on va pouvoir utiliser plus tard ce tag avec Calabash. Et enfin, ensuite, la feature, ce qui est décrite. Globalement, c'est simplement un login pour se connecter à nos services. Et les scénarios. Alors, les scénarios sont très importants au sein de ces fichiers, parce que c'est eux qui vont être utilisés par Calabash pour faire les tests. Ensuite, derrière, sur Android, vous avez rien à rajouter en principe. Donc là, c'est juste un exemple de source code de notre application, et en général, on rajoute rien du tout sur cette partie-là. Mais derrière, il faut quand même qu'on ait du code pour pouvoir exécuter les commandes qui nous sont données par les scénarios. Ici, c'est un exemple simple d'identifiants qui sont entrés. Et en gros, derrière, pour Calabash, pour que ça fonctionne, la glue, c'est codé en Ruby. L'avantage d'utiliser aussi Calabash, c'est d'avoir des steps prédéfinis. Ici, c'est simplement entrer du texte dans un champ. On peut identifier le champ grâce à son ID dans les fichiers sources d'Android, ce qui nous permet après de rapidement rentrer du texte. En gros, comment ça marche? Donc, voici un petit exemple tout simple du scénario qui est joué, le scénario que je vous ai présenté pour le wrong login, mais aussi pour une connexion avec les bons identifiants. Bon, ça fait des choses un peu kikou, on va dire. Ça fait des trucs tout seul sur l'écran, c'est assez marrant à voir. Mais derrière, ça nous permet de se dire, bon voilà, nos tests sont bien passés, on a exécuté parfaitement ce qu'on attend de nous, et on peut potentiellement shipper. Ensuite, vous n'avez pas forcément un affichage tout le temps comme ça dans votre terminal. Vous pouvez avoir un affichage un peu plus sexy, qui peut être sur une page HTML. Bon, là, on ne voit pas très bien, mais on a en tout cas l'avantage de pouvoir lire ça plus facilement. Mais derrière, comment ça marche? Alors, Calabash, ça tourne dans un environnement qui est soit votre ordinateur ou votre machine de build. De ce côté-là, vous allez avoir les features et un client Ruby qui va exécuter les commandes qui sont décrites dans les features. Ensuite, le client Ruby va communiquer avec
un serveur d'instrumentation qui est bundlé dans votre application, qui, elle, va tourner dans un émulateur ou un device. Mais bon, c'est cool de savoir tout ça, mais ça ne vous dit pas comment vous lancez, vous, pour tester vraiment ce que ça fait Calabash. Et pour vous donner un petit coup de pouce, voilà quelques commandes que vous pouvez utiliser. Alors la première, c'est simplement l'installation. Vous faites un sudo gem install de Calabash Android. Donc bien sûr, il faut que vous ayez un environnement configuré avec Ruby. Et ensuite, après, vous avez juste à exécuter Calabash Android Gen. Cette commande a l'avantage de vous créer un fichier ou un dossier qui va comporter l'ensemble du projet pour Calabash avec un exemple de features. Et ensuite, pour exécuter vos tests, alors la première commande que vous allez tout le temps faire, après avoir buildé votre application, c'est Calabash Android Resign. En gros, ce que fait cette commande, c'est qu'elle va bundler, elle va décompiler votre application et ajouter le code du test de serveur, le serveur d'instrumentation. Ensuite, il vous suffit juste de lancer un Calabash Run de votre APK, et celui-ci, normalement, si vous avez un device de connecté ou un émulateur de lancer, va se lancer sur cet émulateur ou sur le device. Ensuite, si vous voulez sélectionner bien sûr votre device, vous avez une dernière commande qui utilise une variable adb underscore device underscore arg. Vous mettez l'identifiant du device, son adresse par exemple, et ensuite vous faites calabash underscore run, et vous pouvez du coup lancer l'exécution des tests sur ce device. Enfin, la dernière commande que je vous donne, c'est pour avoir un meilleur format. Ça, c'est des informations qui sont assez dures à trouver, sauf si on regarde dans la doc de Cucumber. On vient de vous montrer comment poser un premier test, comment l'exécuter sur votre machine. Chez Mythic, on cherche à industrialiser ces tests, donc en poser un maximum sur l'ensemble de notre application et les exécuter automatiquement. Pourquoi on fait ça? Automatiser les tests, l'essentiel c'est de lancer nos tests unitaires, d'intégration et nos tests fonctionnels. Le but c'est de localiser très rapidement, avant de shipper notre application sur le store, de localiser rapidement les erreurs éventuelles qu'on aura introduites en modifiant du code. Donc ce serveur, cette exécution automatique, c'est essentiellement pour ça. Avoir un statut clair de notre application et savoir localiser les erreurs. Chez Mythic, on utilise Jenkins donc comme serveur d'intégration continue. Et donc à chaque fois qu'un développeur commit du code, le serveur prend ce code-là et commence son travail. Donc son travail, c'est quoi? C'est déjà d'exécuter l'ensemble des tests d'intégration et unitaires pour savoir si l'application répond aux exigences de qualité de code. Il y a une partie qu'on n'a pas expliquée ici, mais qui est la partie contrôle de la qualité de code via certaines métriques, type lint ou type Jacoco pour la couverture, ou du check style également. Donc ces contrôles-là sont faits à chaque commit. Les tests fonctionnels qui testent, eux, ce qu'on vient de vous montrer, sont longs à exécuter. On vous a montré tout à l'heure un test de login avec 2 scénarios, ça a pris 26 secondes. C'est long et on ne va pas le lancer à chaque fois qu'on fait un commit. Donc on a configuré notre build Jenkins pour qu'il s'exécute toutes les nuits et qu'il puisse exécuter l'ensemble des tests fonctionnels la nuit. Ce qui nous permet le matin d'avoir un statut clair sur l'application. Lorsque les deux, celui du haut et celui du bas, sont au vert, il y a également un job qui permet de packager l'application et de construire un build. Ce build-là, potentiellement, il est prêt à être livré sur le store. Donc, un petit retour d'expérience sur Calabash. On a rencontré pas mal de problématiques lors de l'implémentation Calabash. Tout n'est pas un long fleuve tranquille comme on vous l'a démontré ici. Et on a pas mal de problématiques internes et on souhaitait vous partager avec vous ces problématiques-là et vous montrer les solutions qu'on a trouvées. Alors, une des plus grosses problématiques que l'on a eues sur notre application, on a une application qui supporte 12 langues pour 4 marques. Et comme vous vous en doutez,
on doit changer à chaque fois la langue pour chaque marque. Et le cas simple ici, c'est on a un menu, et ce menu, en fait, c'est une liste. Donc chaque élément dans cette liste ont tous le même ID. Calabash permet d'identifier les éléments sur lesquels on veut sélectionner, appuyer via son ID. Malheureusement, ici, on ne peut pas. On est dans un cas assez spécifique où on a besoin d'identifier l'élément via cette chaîne de caractères, via sa chaîne de caractères. Pour ça, on a une commande qui a été ajoutée récemment, c'est la backdoor. En gros, qu'est-ce que permet la backdoor? La backdoor, elle permet d'exécuter une commande qui doit être simplement que quand on utilise Calabash. Dans ces cas-là, quand vous arrivez à utiliser cette backdoor, ça veut dire que vous allez devoir faire en sorte de faire un build spécifique pour Calabash. Et ensuite, la backdoor s'exécute seulement dans l'activité principale de l'application. C'est-à-dire, quand vous avez des fragments, ça va être l'activité qui contient ces fragments qui devra contenir cette backdoor. Donc, un petit exemple de code qui doit être injecté dans votre activité. Ici, c'est un code qui est assez simple, qui va prendre la chaîne de caractères, l'ID attendu par Calabash. L'ID, en gros, ce qu'on attend, c'est la clé qui sont contenues dans les fichiers de string d'Android. Et nous, on récupère cette chaîne et on la renvoie à Calabash. Derrière, dans la glue, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ceci. On exécute la backdoor avec la clé qu'on attend et on récupère le texte. Là, dans cet exemple, j'attends d'avoir le texte qui s'affiche, mais dans mon cas d'utilisation pour le menu, en fait, je clique sur le menu qui correspond à, par exemple, le menu de chat. En anglais, ça sera chat, mais dans une autre langue, je m'attends à autre chose. Un des deuxièmes points négatifs de Calabash, comme l'a dit Jean-Loup tout à l'heure, c'est le temps d'exécution. On prend beaucoup de temps à exécuter les tests. On a aussi des cas où on a l'environnement sur lequel on exécute Calabash est dégradé. Dans ces cas-là, il faut relancer l'environnement et relancer les tests. Mais sinon, pour être plus productif pour lancer les tests, par exemple si on en a un seul qui a planté, et bien dans ces cas-là, on va utiliser les tags. Le tag que je vous ai présenté au tout début, par exemple le tag login dans cet exemple. Une des problématiques qu'on a rencontrées également, c'est l'environnement dédié. C'est l'environnement d'exécution des tests Calabash. Donc vous imaginez bien que ces tests-là fonctionnels, qui s'exécutent automatiquement, qui font les parcours utilisateurs, on les exécute dans un environnement qui est dédié. Cet environnement dédié, on doit le maîtriser, on doit avoir un certain jeu de données en amont lors du setup. On va modifier ces données-là lors des actions du parcours utilisateur dans l'application et en attendre un résultat. Chez Mythic, et dans une boîte comme Mythic qui vient de mettre en place ce genre de test fonctionnel, monter ce back-end, c'est un énorme boulot. C'est monter des bases de données sous différentes technologies, c'est avoir des back-ends qui répètent l'ensemble des chaînes dupliquées sur un environnement dédié. Et malheureusement, on n'est pas sur le cloud chez Mythic, et donc tout est en interne. C'est un énorme travail qui est en cours, qu'on est en train de mettre en place, et on s'est, on va dire, passé de ce back-end pour nos premiers tests Calabash en utilisant des mocks. Qu'est-ce qu'on mock? En fait, on mock la partie web service, et donc l'appel réseau qui est fait à partir du client mobile se fait bien en réalité sur des web services, mais ces web services-là sont moqués. Donc on a un certain jeu de données en entrée qu'on attend et un certain jeu de données qu'on attend en sortie. Et en fait, ce qu'on teste, c'est uniquement la partie client, donc de l'appel réseau jusqu'à l'affichage. Ensuite, on fait, je viens de vous décrire, du test fonctionnel automatisé. C'est bien déjà, mais on aimerait faire du BDD, du Behavior Driven Development. Donc, à l'instar du TDD, le principe, ce serait de poser ces spécifications en amont, les écrire de cette manière-là, en given when then, de manière user-centric, avec des exemples très concrets et avec très peu de contexte. Pourquoi très peu de contexte? Parce qu'on cherche chez Mythic à écrire des tests de haut niveau qui permettraient de s'appliquer
sur du web mobile, sur du web, mais également sur nos applications. Finalement, une feature de login, ça reste une feature de login, et quelle que soit la plateforme sur laquelle on l'exécute, finalement, c'est le même parcours utilisateur. C'est entrer un login, entrer un mot de passe, cliquer sur un bouton, et à la fin, j'ai un message d'erreur, ou j'en ai pas et je suis logué. Donc, pour faire ça, déjà, en termes organisationnels, ça veut dire convaincre le produit de spécifier ses fonctionnalités sous forme given when then. Et pour faire ça et pour avancer plus vite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'organise pour travailler avec le produit en amont et définir ses spécifications avec eux. Donc développeurs et produits travaillent ensemble. Et ensuite, on a la volonté de définir un dictionnaire un vocabulaire utilisé au sein de l'entreprise, où tous les product owners définiraient les fonctionnalités avec le même vocabulaire, ce qui permettrait de réutiliser des tests écrits pour une plateforme, l'utiliser sur l'ensemble des plateformes. Donc ça, c'est pareil, c'est un travail qui est en cours, c'est un travail qui prend du temps, ça veut dire modifier des tests qui passent déjà, les modifier et les refactorer pour que ces tests puissent s'exécuter cross-platform. Et enfin, la couverture des tests fonctionnels. Le meilleur des mondes, ça serait de couvrir l'ensemble de l'application et de se dire, ok, j'ai l'ensemble de mon application qui est couvert par des tests fonctionnels, je clique sur un bouton, ça exécute tout, et finalement, le monde est parfait puisque j'ai un feu vert et tout est bon. Par contre, les tests fonctionnels, c'est quand même quelque chose qui prend du temps à mettre en place, et multiplier les tests dans l'ensemble des cas, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui ne nous permettra pas de les maintenir dans le temps. Donc si on posait aujourd'hui 1000 tests sur l'ensemble de l'application, on a un gros a priori négatif sur notre capacité à les maintenir dans le temps. Donc faire évoluer ces tests avec les fonctionnalités. Donc on a décidé chez Mythic d'utiliser ces tests fonctionnels que pour les cas fonctionnels, les cas nominaux. Dans les fonctionnalités, on estime que les utilisateurs ont un parcours, on va dire par défaut, et on veut tester ce parcours-là et être sûr qu'il fonctionne. Donc on va tester majoritairement les cas nominaux et on va se baser encore sur des tests manuels pour tous les autres cas. Donc on a une équipe QA, on fait du bêta testing en interne pour tester nos applications et être sûr que l'ensemble de l'application répond aux exigences. Donc, je peux vous donner comme exemple les tests de paiement. Donc, on est présent sur 12 pays avec tous les systèmes de paiement qui sont liés. Et en fait, tester ces paiements de manière automatique, c'est un travail qui est long et on pense que les ROI ne vaut pas le coup. Donc aujourd'hui, on ne pose pas de tests sur le paiement. C'est fait de manière manuelle par nos équipes de QA. Pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que la mise en place de Calabash au début, c'est l'euphorie. On pose un premier test, il s'exécute dans le simulateur. On se dit, mais c'est génial, je vais pouvoir me passer d'être super productif, être focus sur mon code, et finalement, lui va s'occuper de faire ma non-régression. En fait, quand on commence à monter en charge et se rendre compte qu'on pose plein de tests, on a des problèmes de stabilité. Quelquefois, il y a des tests qui ne passent pas, on ne sait pas pourquoi, on les relance, ça repasse. La phase d'industrialisation et d'automatisation n'est pas très simple. Donc on passe par là, on essaye de continuer de persévérer dans ce sens. Parce qu'on pense que ces tests automatiques de non-régression nous permettront de gagner du temps sur le long terme. En fait, historiquement, on avait pas mal de problèmes en production, où on se rendait compte qu'il y avait des bugs qui étaient remontés par nos utilisateurs, des crashs remontés dans nos outils de crash report. Aujourd'hui, en utilisant ce genre de technologie-là, on pense anticiper en amont la localisation et la détection de ces bugs pour pouvoir les corriger avant de shipper nos applications sur le store. Le but, c'est bien de pousser le plus rapidement possible nos applications sur le store, tout en gardant un haut niveau d'exigence de qualité. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci pour la présentation. Combien vous avez à peu près de tests, que ce soit unitaire, fonctionnel ou intégration, pour avoir une idée? Et vous parlez d'une nuit tout à l'heure pour les tests fonctionnels. Est-ce que c'est la nuit complète qui est prise? En gros, on est bloqué, on ne peut pas aller au-delà, ou est-ce qu'on a quand même de la marge de manœuvre?
Aujourd'hui, chez Mythic, ce qu'on vient de vous présenter là, c'est des choses qui se mettent en place. La couverture des tests unitaires, on atteint un niveau très satisfaisant. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'atteindre 80% de couverture de tests unitaires et on n'est pas loin de ça. Sur les tests fonctionnels, c'est le début. Donc c'est le début de la mise en place de ces tests fonctionnels. On couvre toutes les nouvelles fonctionnalités avec du Calabash. Et le but, c'est d'exécuter ces tests effectivement toutes les nuits. Aujourd'hui, ça prend encore relativement peu de temps puisqu'on n'a pas couvert l'ensemble de l'application. Mais c'est quelque chose qui va se faire on va dire, de manière exponentielle demain. On essaye d'anticiper et d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour exécuter de manière plus rapide ces tests. Et on pourrait multiplier par exemple le nombre de VM et exécuter sur une machine virtuelle un certain label et sur une autre machine virtuelle d'autres labels et exécuter les tests en parallèle. On a aussi essayé d'anticiper pour voir si c'était plus performant d'exécuter ces tests-là sur des devices. Et aujourd'hui, on n'a pas eu lors de notre benchmark, on n'a pas eu de résultats probants sur device, ce qui nous fait rester sur des émulateurs pour le moment. Okay. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une première question, c'est vous faites tourner vos tests fonctionnels sur émulateur, ça vous donne une green light, mais on sait tous qu'il y a des choses qui passent sur émulateur. J'aimerais savoir combien d'émulateurs vous lancez, si vous en lancez plusieurs, et comment vous adressez le fait que vaut mieux tester un peu sur les devices aussi. Voilà. Comme je disais, il y a deux parties dans nos tests. Une première partie qui est effectivement les tests sur les émulateurs. Donc on va tenter de tester sur émulateur sur les différentes versions d'Android. On gère de la 2.3 jusqu'à la dernière qui est la 4.4. Donc le but c'est de les exécuter sur les différents émulateurs pour être sûr déjà que ça passe dans les différentes versions. Ensuite, pour les devices, aujourd'hui, ça reste du test manuel chez nous. Donc, on est équipé des devices du marché. Donc, on a de l'analytics qui nous permet de savoir quels sont les devices utilisés par nos clients. Et donc, on est équipé de ces devices-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a fait des premiers tests d'exécution de ces tests-là sur device pour des raisons de performance. Aujourd'hui, ce n'était pas révélateur, donc on est resté sur émulateur. Et on a des sessions de bêta testing en interne avec un store en interne qui permet de déployer les applications pour que les employés puissent tester l'application. Et on a une team dédiée, une team de QA qui est là aussi pour tester ces cas-là. Et eux le testent sur des vrais devices. Okay. Je peux en poser d'autres? J'ai une autre question. Vous parliez d'autres outils au début. Vous êtes orienté sur Calabash. Est-ce que vous avez testé d'autres outils? On a réfléchi effectivement à jouer avec les autres outils. Donc il y avait des outils type Robotium avec lequel on a manipulé un peu. Mais ce qu'on cherchait vraiment, c'est un outil qui permettait aux product owners de se l'approprier. En fait, techniquement, il y avait peu de risques côté technique. On a recruté des gens qui sont experts dans les différentes technologies. Et donc finalement, cette technologie-là, ce n'était pas vraiment une barrière pour nous lors de l'implémentation. Donc jouer avec Robotium, c'est faisable et c'est super simple à prendre en main. Par contre, ce qui était important pour nous, c'était de respecter le mindset qu'ont les PO aujourd'hui, qui est d'écrire les spécifications sous forme de given when then. C'était un truc vraiment important pour nous, puisqu'ils le faisaient déjà, même s'il ne le faisait pas dans le vocabulaire attendu, même s'il ne le faisait pas peut-être avec la granularité attendue, en tout cas, il savait déjà spécifier avec ce format-là. Et en fait, notre choix s'est porté très rapidement sur Calabash, qui est basé sur du Cucumber, qui est basé sur de Gherkin. Et finalement, ça nous semblait naturel d'utiliser cet outil-là. Et en plus, c'était cross-platform. Donc, le premier test qu'on a écrit sur du login, qu'on a exécuté sur les deux plateformes, et on a vu on va dire l'opportunité de cette technologie-là nous a fait prendre ce choix très rapidement. J'ai une dernière question, après j'arrête, promis. Vous avez parlé de la mise en œuvre de votre back-end, du fait qu'il soit bouchonné. Comment vous synchronisez tout ça? Parce que je suppose que les services web ils évoluent, votre application évolue. Les bouchons c'est bien, mais voilà. C'est bien, mais c'est pas top. En fait,
la mise en place de l'API, lorsqu'elle évolue, on essaye d'aller vers du versionning d'API. Donc on sait qu'une version de l'API, une version de notre application va appeler une version de l'API. Pour tout vous dire aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ces bouchons-là, on s'assure que de tester la partie client. Il y a du test, donc notre backend est aujourd'hui en PHP, et on pose des tests fonctionnels en BIATS, qui est un équivalent de Calabash, mais sur la partie PHP, pour tester fonctionnellement cette API et toute la partie backend. Donc aujourd'hui, les deux sont effectivement décorrélés. Pour synchroniser, aujourd'hui, c'est de la communication. Donc les équipes, comme je vous le disais, sont sur le même plateau. Cédric, en face de lui, il a les développeurs back-end. Lorsque l'API évolue, en fait, on le sait lors de l'implémentation. On sait lors de l'implémentation que l'API évolue. On fait bouger le serveur de mock en conséquence pour répondre à ces nouveaux contrats d'interface ou ces nouveaux payloads. Et ensuite, en modifiant ce serveur de mock, finalement, on en profite dans Calabash, puisqu'ils sont basés sur les mêmes mocks. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais des notes, désolé. J'ai quelques questions, je vais les poser en une fois, comme ça je ne vais pas mobiliser le micro comme d'autres. En fait, d'un point de vue la question embêtante, c'est quoi votre chiffre exactement, pourcentage de tests unitaires, tests fonctionnels? C'est pas pour vous embêter, c'est pas Carl Gross. Nous, on n'est pas jaune, on fait 48% de TU et 12% de TF. Et on est en train de le faire et on sait qu'on n'est pas suffisamment bon et on veut améliorer. Donc si ça ne vous dérange pas de partager le pourcentage exact. Et ensuite, par rapport à vos devs, qui écrit les tests? Le scénario, hein, pas l'implémentation. Donc vous parliez du produit tout à l'heure. Est-ce que c'est le cas actuellement? Quand les tests sont écrits, qui les implémente? Est-ce que c'est le codeur qui a fait la feature ou est-ce que c'est un autre, justement? Et qui vérifie que les tests sont bien implémentés? Parce qu'on a vu que Calabash, justement, il y avait le petit DSL en Juby qu'il fallait traduire en... Bon, nous, c'est l'Objective-C, vous, c'est du Java. Et est-ce que vous avez le système de je trouve un bug, je code le test et je corrige le bug? Il va falloir me répéter les questions parce que je pense que je ne les ai pas toutes retenues, mais je vais la répondre première, déjà. c'est le couverture. taux de couverture. Alors, le taux de couverture, on a un legacy qui est historiquement pas testé. Donc, notre application, on est parti from scratch. On a une application qui a été développée par des prestataires et on l'a récupérée et on continue à la faire évoluer. Sur l'ensemble de nos features implémentées par l'équipe en interne, on vise 80%. C'est ça qu'on vise. Et l'actuel? Et l'actuel, on est à 50. On est vers 50. Ensuite, la deuxième question, c'était qui est en charge des tests? Qui écrit les scénarios, qui les implémente et qui les vérifie? Alors, ceux qui écrivent les scénarios, c'est les PO. C'est les PO qui écrivent ces scénarios sous format given when then. Aujourd'hui, on est en pleine définition de ce dictionnaire, ce vocabulaire, et on a une équipe industrialisation qui est dédiée à la mise en place du BDD chez Mythic, et eux accompagnent les PO pour écrire ces tests-là. Donc c'est-à-dire que quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui apparaît, donc ça reste un post-it chez nous, il y a une phase de cadrage, et on va écrire les scénarios, donc le PO écrit les scénarios comme il a l'habitude de le faire, il va travailler avec l'équipe industrialisation et développeurs pour les spécifier avec le bon vocabulaire. Donc on fait ce travail-là uniquement sur les tests qu'on choisit d'automatiser. On ne le fait pas sur l'ensemble des scénarios. Donc pour les tests qu'on choisit d'automatiser, c'est eux qui écrivent les scénarios et c'est eux qui nous livrent ces scénarios-là. Ensuite, tu disais, pour l'implémentation. Qui implémente et qui vérifie l'implémentation? Alors, pour l'implémentation, c'est les développeurs qui sont en charge. Les développeurs front font la glue et branchent finalement leur implémentation sur ces scénarios-là. En fait, est-ce que c'est le codeur qui écrit la feature, qui code le test, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est juste ça. Nous, ce qu'on a remarqué, c'était que quand on demandait à la même personne de coder l'action sur le bouton et de coder le test sur l'action sur le bouton, au bout du 5e test, il nous disait bon ben allez voir ailleurs si vous y êtes, quoi. Alors aujourd'hui, ça reste ça aujourd'hui, et ils ne se plaignent pas encore, chez nous en tout cas. Mais notre volonté, c'est de se dire que là où auparavant on avait un partage des responsabilités qui était moi je suis là pour implémenter et il y a d'autres équipes qui sont là pour tester, on veut responsabiliser le développeur vis-à-vis de la qualité de ce qu'il délivre. Donc
par rapport à ça, on souhaite que le développeur soit partie prenante dans le fait qu'il est là pour faire passer ce test-là. Et à la fin de l'itération, ce qu'on regarde, c'est les tests. C'est regarder si le test il est vert ou s'il est rouge. S'il est vert, à ce moment-là, les points comptent pour l'itération. S'il est rouge, il ne compte pas pour l'itération. Donc c'est comme ça qu'on a pris, et c'est comme ça, c'est le parti pris qu'on a pris en tout cas, et c'est comme ça qu'on avance aujourd'hui. Ensuite, qui est-ce qui vérifie les scénarios? En fait, la team est mobilisée en chaque fin d'itération pour une démonstration. Donc il y a un développeur qui est en charge d'organiser cette démonstration et de montrer les différentes features qui ont été implémentées. Durant cette démonstration, il exécute les tests pour montrer ce qui a été implémenté et ce qui passe au vert et ce qui ne le passe pas. Et ensuite, pour préparer cette démonstration, en fait, il y a plusieurs étapes avant cette démonstration. Les développeurs, lorsqu'ils ont terminé d'implémenter, ça passe en code review. Et donc un autre développeur prend ce ticket-là, récupère le code, vérifie le code et vérifie que la fonctionnalité fonctionne comme attendu. Ensuite, ça passe en PO review. Le PO prend ce ticket-là et vérifie que la feature s'exécute également comme attendu. Et ensuite, on a le démo où tous ensemble, on vérifie encore une fois que la feature s'exécute comme attendu. Et la dernière question, c'est est-ce que vous avez un bug égale un test? Un bug dans le sens bug mantis, un vrai bug, c'est ça? Ouais. En fait, dans la démarche qu'on met en place aujourd'hui, l'idée c'est de couvrir, comme je le disais, la majorité de notre code par des tests unitaires. Donc le but, c'est lorsqu'il y a un bug, un nouveau bug qui apparaît, c'est-à-dire qu'on l'a mal testé quelque part dans notre code, puisqu'il est passé au travers des mailles du filet, et donc à ce moment-là, on cherche à poser un test pour reproduire ce bug-là, et le corriger, et être sûr qu'il n'y aura pas de régression encore sur ce bug. Bonjour et merci pour cette présentation. J'avais une question. La première, c'est deux questions, on va dire. Quand vous faites un TU, c'est Jenkins qui l'exécute dès qu'il y a un push sur le serveur. Comment vous gérez si jamais le TU ne passe pas? Donc un développeur qui a poussé un code qui ne fonctionne pas au niveau des TU. Du coup, est-ce que vous faites de la review de code? Et du coup, pour finir, est-ce que vous avez vu dans Crashlytics une baisse au niveau des bugs depuis que vous avez mis en place vos tests fonctionnels et votre augmentation de la couverture? Pour les tests unitaires, Ok, pour les tests unitaires, c'est quand on voit qu'on a fait un test unitaire qui plante totalement, en fait en général c'est à nous, le développeur qui a commité ce qui a planté, de corriger. Et aussi on fait du code review. Donc on fait une feature, on la met en code review, quelqu'un va vérifier que celle-ci est bien implémentée. Avant de passer les code review, on a nos TU qu'il faut qu'ils passent. On a des definition of done pour dire voilà, on a vraiment tout testé avant de passer cette feature en code review. Une fois qu'elle passe en code review, ça va être les cas d'utilisation qui vont être regardés et aussi le code si on ne fait pas d'erreur de notre côté et de cette façon on partage la connaissance. C'était quoi ensuite la dernière? Par rapport à Crashlytics, si vous avez vu une baisse de bugs? Effectivement, donc on a mis Crashlytics et BugSense, on a mis les deux pour mesurer nos taux de crash. Historiquement, quand on l'a mis, le taux de crash est non communicable aujourd'hui parce qu'il était élevé. Et, on veut des chiffres. Non, je vais communiquer sur le bon chiffre, celui qu'on a aujourd'hui. En fait, oui, on a vu une baisse flagrante Alors, en fait, mettre en place Crashlytics et BugSense, c'est juste ne plus être aveugle et ne plus se dire oui, c'est vrai que nos utilisateurs se plaignent, mais on ne sait pas trop. Donc, on a mis en place ces outils-là qui nous permettent de manière transparente de voir le taux de crash. Aujourd'hui, on vise le taux de crash par alors le taux de crash, on vise inférieur à 1%. C'est ça qu'on vise. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a sur les deux plateformes, iOS et Android, et on va y arriver sur Windows. Donc c'est ça qu'on vise et c'est ça qu'on a aujourd'hui. Par contre, ça veut dire une grosse mobilisation toute cette année pour mettre en place les tests unitaires, pour corriger les crashs majoritaires. Maintenant, des outils comme Crashlytics sont géniaux pour ça, parce que avec leur statut et leur capacité à te prioriser par rapport au nombre de crashs les plus importants, et donc c'est ceux-là qu'il faut qu'on corrige. À ce moment-là, on a réussi à baisser très rapidement nos taux de crash.
Merci. Bonjour, merci pour la présentation déjà. Alors je ne sais pas si vous posez la question, parce que vous êtes chez un éditeur de logiciel, mais en prestation de service, ça peut se poser. Pour une feature, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de temps que ça prend en plus avec tous ces tests, plutôt que de la développer à la limite à l'arrache comme ça, sans test, ou à la limite juste avec un petit test unitaire? En fait, je ne pourrais pas vous faire un avant-après, puisque quand on a internalisé les applications chez Mythic et qu'on a monté cette équipe de développeurs, donc experts sur chacune des technologies, on est parti là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est les conséquences qu'on subissait de la non mise en place des tests auparavant. C'est-à-dire que les premiers mois de cette équipe, ça a été majoritairement du correction de crash, correction de bugs, et des choses qui étaient dures à reproduire, puisque nos utilisateurs ne sont pas techos. Lorsqu'ils nous font une remontée de bugs, ils nous disent, bah voilà, quand je chatte, ça ne marche pas. Ça marche pas, il y a un bug. Et donc, voilà. Donc ça te prend du temps à localiser, ça prend du temps à reproduire, à localiser, à donc tester et à corriger. La mise en place de ces tests aujourd'hui, c'était très douloureux, mais aujourd'hui, donc avec la mise en place des itérations, on essaye de mesurer notre vélocité. Et aujourd'hui, je peux dire que le niveau de qualité, en tout cas la couverture de code, commence à être vraiment d'un bon niveau, et on arrive à produire beaucoup plus rapidement qu'on le faisait avant. On est beaucoup moins perturbé par la correction de bugs ou la correction de crash qu'avant, et finalement le temps qu'on passe à poser ces tests-là, c'est du temps gagné sur le futur. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Effectivement, en tant qu'éditeur, on n'a pas ces fortes contraintes de délai, de budget qui nous contraignent à on va dire, vouloir aller plus vite que la musique pour respecter ces délais-là. Chez Mythic, on a décidé de mettre en avant la qualité, puisqu'on en subissait les conséquences pendant des mois. Et finalement, c'était une volonté de l'équipe de se dire, j'arrête, c'est plus possible de continuer comme ça. Maintenant, on va essayer de faire les choses comme on le sent et comme on le veut. Et ça passe par tout ce qu'on fait aujourd'hui. J'avais une dernière question. Enfin, vous faites pas mal de tests, etc. Mais finalement, vous êtes célibataire ou pas? Moi, je suis sur Mythic de manière tout à fait professionnelle. Ouais, moi aussi. Et je tremble parce qu'il y a ma femme au fond. Et donc, faut... Alors, moi, je suis sur Mythic aussi de manière totalement professionnelle, mais je suis célibataire. Ok, j'arrive. Donc, un cœur à prendre, vous pourrez le shuffleiser sur l'application. Bonjour, merci pour la présentation aussi. Vous avez parlé de Jacoco et de Lint que vous passiez à chaque job Jenkins. Vous avez un dashboard quelque part pour pouvoir facilement visualiser la couverture de test et les rapports Lint qui... Alors, on a fait un super truc avec, je crois que ça s'appelle Dash de Shopify, un espèce de dashboard web qui nous donne un statut super classe. Donc celui-là, on l'utilise. On attend l'écran 42 pouces dans l'open space affiché, mais il n'arrive pas, bizarrement. Mais on a commandé un écran, on espère pouvoir afficher ça. Et ce qu'on voulait aussi, c'est le faire cross-équipe, c'est-à-dire avoir un gros dashboard à l'entrée de l'open. Donc on est la R&D chez Mythic, on est tous au même étage, et on voulait avoir un grand écran à l'entrée pour que tout soit transparent et affiché. Et donc on attend toujours l'écran. Mais en tout cas, oui, on a mis des outils pour avoir un beau dashboard, même si avec Jenkins, on a des plugins qui permettent de parser les fichiers .ec pour regarder pour interpréter le fichier sorti par Jacoco. Okay, merci. On va prendre une dernière question. Non, ce n'est pas... Je reviens sur les émulateurs. Est-ce que vous utilisez des choses comme Genymotion ou derrière, ou est-ce que c'est les émulateurs standards? Oui, Genymotion, ouais. Genymotion, ok. Je peux en poser une autre alors? Elle est un peu... comment dire? Elle concerne moins les tests. Vous parliez dans votre façon de travailler sur une boucle de rétroaction avec des idées, une implémentation,
une validation et puis une mise en ligne. Comment vous faites fonctionner ça chez vous? Vous faites du feature flipping, vous faites des choses comme ça, je sais pas. Oui, en fait, comment on met ça en place? Donc on a une release par mois, on cherche à pousser le code, quoi qu'il arrive, à la date qu'on s'est fixée. Donc on a une branche principale sur laquelle, par défaut, sur les plus grosses features ou les nouvelles features, on fait du feature flipping, qui nous permet de réaliser l'application, même si la feature n'est pas terminée d'être développée, on va juste la feature flipper pour pas qu'elle apparaisse sur le store. Ensuite, pour la boucle de rétroaction, c'est l'objectif d'avoir le produit aussi proche de nous et avec l'équipe. On a des outils en interne et en externe, donc on a du Go Analytics, mais aussi de l'analytics interne, qui nous permettent d'analyser le comportement de nos utilisateurs. On ne fait pas encore d'AB test sur nos applications, mais c'est quelque chose qu'on veut pousser pour avoir des résultats clairs, nets, précis et sans ambiguïté. Mais en tout cas, c'est grâce à l'analyse faite par les PO sur les features qu'on a des propositions d'amélioration qui rentrent ensuite dans la colonne de gauche et qu'on va pousser le plus rapidement jusqu'à la droite. Donc c'est comme ça qu'on le fait. Ben, merci beaucoup. Vous pouvez leur poser des questions